Bonjour à tous, je m'appelle Tania et je suis la cofondatrice de Révorion avec mon associée Sonia. On est toutes les deux diplômées notaires et on a fait le choix de vous partager des modèles d'actes qu'on a travaillé avec Sonia pour réfléchir un petit peu la manière dont on rédige dans le notariat et essayer de rendre efficient et efficace juridiquement nos actes au maximum. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que c'était intéressant de vous les présenter, de vous présenter nos choix rédactionnels. Parce que finalement, ce travail, on le fait souvent chacun un peu tout seul dans son coin. Et on trouve ça intéressant de le faire devant vous, en tout cas de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit telle et telle manière de rédiger chez Révorion. Voilà une intro un peu rapide, mais je voulais passer rapidement à la pratique. Et donc la première vidéo, on a choisi la procuration pour passer une promesse de vente par un vendeur qui serait plutôt institutionnel. Mais voilà, c'est assez simple, mais on va pouvoir quand même avoir pas mal de sujets intéressants. Et donc, commençons tout de suite avec cette fameuse procuration qu'on a travaillée. Alors, la voici, et l'idée, c'est que c'est donc une procuration pour vendre qu'on a essayé de faire très light, enfin, assez simple. Elle fait 2 pages. Mais on a bien réfléchi comment on rédige les choses et ce qui est pertinent et ce qui est moins pertinent. Ici, on a fait le choix d'une phrase assez... Alors, elle est toujours longue, cette première phrase de nos procs, puisqu'on dit les parties, on dit aussi qu'est-ce qu'elles doivent faire ces parties, enfin, quel est l'objet du mandat. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on a fait une phrase qu'on a essayé de renvoyer au maximum, où on a essayé de renvoyer au maximum tout ce qui était désignation du bien, prix et conditions de l'acte. Là, on renvoie en fait à ce qu'on va dire ci-après dans les conditions de la vente, mais aussi surtout au projet de promesse qu'on annexe. Et on viendra sur ce sujet de est-ce qu'on annexe ou pas et pourquoi est-ce qu'on annexe. Donc, cette première phrase, elle a pour objet de dire qui est le mandant, qui est le mandataire ici, et qu'est-ce qu'il lui donne comme pouvoir. Donc, le mandant, ici, en général, c'est donc une chaîne de pouvoir qu'on va copier-coller de l'acte. On reviendra peut-être sur ce sujet des chaînes de pouvoir et comment ils sont rédigés, parce que c'est intéressant de se remettre sur la question. Donc ici, le mandant. Alors, les définitions, on a fait le choix de les écrire à droite parce que cette phrase étant tellement longue et on a l'habitude de ce genre de structure dans le notariat, on le sait, mais pour le coup, le fait que ce soit à droite, on trouve que ça fluidifie un petit peu la lecture, donc c'est pas mal. Pour les annexes aussi, on les mentionne ici à droite et ça permet de les voir en plus, c'est pas mal. Donc ici, le mandant, il constitue par la présente mandataire spécial, c'est donc un mandat spécial, c'est important, pouvant agir ensemble ou séparément. C'est une bout de phrase que je vérifie toujours qu'elle soit bien dans la proc, si on a plusieurs personnes qui sont mentionnées, évidemment. Ici, on a une première personne qui va être plutôt un salarié d'une société, donc on va dire qu'elle est professionnellement domiciliée à tel endroit. Et on n'aura donc pas besoin de reporter, comme on a l'habitude de faire, l'ensemble de ses prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance, sa nationalité, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un salarié d'une société. Et dans ce cadre-là, je vous rappelle la jurisprudence Costé-Doat et la jurisprudence Poussin, il me semble, indique un principe général du droit qui est que le salarié ne peut jamais se voir engager sa responsabilité dans les actes qu'il passe dans le cadre de son travail, sauf faute intentionnelle. Alors, une faute intentionnelle n'est pas impossible dans le cadre de la signature d'une vente, mais je dirais que dans ce cas-là, on irait voir la société qui elle-même donnerait les informations personnelles du salarié. Mais pour un sujet de confidentialité, c'est quand même mieux, quand c'est un salarié, de ne pas indiquer son domicile personnel, sa nationalité, etc. C'est pour ça qu'on se limite à ça dans ce cadre-là. Ici, c'est pareil, tout clair aux collaborateurs, c'est parce que la personne en elle-même n'a pas d'intérêt, c'est la société qui fait écran. Et donc, c'est l'office notarial. Et pour l'office notarial, on le sait, la mention du nom de famille et du lieu de situation de l'office permet de retrouver en France l'étude. Et donc, c'est les seules informations qui sont pertinentes.
J'ai ajouté le siège et dans l'absolu, c'est pas tout à fait obligatoire parce que on est tous d'accord que quand on mentionne le nom de famille et le lieu de situation du notaire, on peut toujours retrouver, même bien plus tard parce que les offices reprennent, on peut toujours retrouver le notaire, donc c'est ce qui est intéressant. Ici, à qui il donne pouvoir à l'effet de signer, donc ici c'est pour une promesse de vente, et donc le reste est tout à fait renvoyé. J'ai ce sujet d'annexer le projet d'acte ou de ne pas l'annexer. Je me suis posé la question, est-ce que c'est vraiment intéressant? Le contre, c'est que pourquoi est-ce que c'est pas ça pourrait être un problème, c'est que du coup dans notre promesse de vente, quand on va la signer définitivement, on va avoir en annexe le mandat signé, mais avec son annexe lui-même qui sera le projet de promesse. Et donc on va avoir un potentiel doublon qui est pas très agréable à la lecture et qui pourrait même, moi ça m'est déjà arrivé d'ouvrir une promesse signée, de descendre un petit peu pour trouver un sujet et d'en fait tomber sur le projet de promesse. Et donc là, j'avais l'impression que le mec avait signé un truc qui n'était pas du tout fini et en fait c'était le projet. Donc ça c'est le contre, je dirais, de pourquoi est-ce que c'est pas très, c'est pas génial d'annexer le projet. En revanche, le pour, c'est que ça permet de s'assurer du consentement éclairé du mandant et donc juridiquement, je dirais que c'est quand même une obligation très importante et donc j'aurais plutôt tendance à annexer le projet. Ensuite, cette petite phrase de sauf modification substantielle ou sauf adaptation mineure ou rectification d'erreurs matérielles, j'ai pas réussi à choisir en vérité. C'est-à-dire que je trouve que quand c'est un salarié de la société qui est mandataire, pour le coup, on peut se contenter de sans modification substantielle, puisque le salarié peut a quand même le pouvoir d'engager la société de manière assez conséquente. En revanche, quand c'est vraiment qu'un collaborateur qui va être mandataire, là, j'aurais tendance à plutôt mettre sauf adaptation mineure ou rectification d'erreurs matérielles, c'est-à-dire vraiment du phrasé. Mais de toute manière, il ne faudra pas changer les conditions prévues dans le projet, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on va faire une proc un petit peu en amont et le projet n'est pas encore tout à fait complété, par exemple des diagnostics. C'est pas génial. Mais disons que si on a des échanges de mails derrière où on accepte le diagnostic, ça pourrait le faire si on a marqué bien ici sans modification substantielle. J'en passe donc aux conditions générales aux conditions de la vente que je vais vraiment reprendre dans le mandat. Et là, donc, je suis très très light, très succincte. Je reprends la désignation du bien. Je reprends ici quand est-ce que le transfert de propriété s'opérera, le prix, le montant du prix et la manière dont le prix sera payé. Et l'ensemble l'ensemble des autres charges et conditions sont renvoyées au projet d'acte. Juridiquement, ça marche et ça permet d'éviter les incohérences. Si on avait à modifier à chaque fois, ce serait quand même moins facile à gérer. Ici, pour les conditions générales, on a fait un petit état des lieux de ce qui se passe dans la pratique. On a repris un peu toutes les listes qui existent dans le notariat et on en a fait quelque chose en gardant l'efficacité juridique, évidemment, quelque chose de plus concis et clair. C'est-à-dire que on reprend évidemment la désignation et l'origine de propriété, qu'on a l'ensemble des conditions. Alors, celle-ci, elle n'est pas toujours présente dans les listes et moi, je trouve qu'elle est ultra importante pour une promesse. Fixer la date de réalisation. Pour la promesse, on le sait, le sujet contentieux, c'est souvent cette histoire de oui, mais la promesse, elle tombe le 12, mais s'il vous plaît, moi, j'ai besoin que ça aille jusqu'au 15. Et c'est souvent le notaire qui doit faire face à ça. Or, en général, la date de réalisation de la promesse, elle n'est pas forcément marquée dans le projet de promesse. Et donc, pour le coup, je trouve que c'est important de s'assurer qu'elle soit bien dans nos mandats. Ensuite, on a fait light, faire toute déclaration civile ou fiscale. Il y a des listes de conditions générales qui en font des caisses sur le sujet. À mon avis, c'est pas pertinent juste de dire que les déclarations civiles ou fiscales qui sont dans le projet d'acte seront reprises, ça suffit. Et ici, faire vérifier la justification de la capacité de la personne, ça paraît évident. Et voilà, on a fait une phrase complète et claire qui comprend tout ce qui pourrait arriver, et puis c'est tout.
Ce qui permet en fait de ne pas avoir à reprendre cette liste tous les 4 matins, parce qu'on ne la relit pas, en général on n'a pas le temps. Et donc là, voilà, on a bien reprécisé, on considère que ça suffit, surtout si, et en tout état de cause, n'oublions jamais de mettre et généralement faire le nécessaire. Parce que ici, l'idée, c'est de mettre les conditions générales et tout ce qui est spécifique, qui se rattache à ces conditions, seront acceptés, pourront être faits par le mandataire au nom du mandant tant que on a bien cette petite phrase et généralement faire le nécessaire. Enfin, ici, la fin de cette proc qui est très très simple, hein, c'est vraiment une procuration pour vendre d'abord et puis pour une promesse de vente, donc c'est assez facile. C'est évidemment ces 2 paragraphes qu'il faut toujours penser à mettre dans une proc. Le premier, c'est la pluri-représentation. C'est le cas où un collaborateur de notaire, par exemple, aurait besoin de représenter plusieurs personnes à l'acte. Parce que le Code civil, par principe, considère que ce n'est pas possible, sauf si sauf si on accepte d'avoir une pluri-représentation. Donc là, c'est une acceptation, ça contredit le Code civil, on y a droit. Donc il ne faut pas oublier de la mettre, sinon le collaborateur ne pourra pas représenter plusieurs personnes à l'acte. Et le deuxième paragraphe obligatoire dans une proc, c'est la décharge de mandat. Puisque c'est un mandat spécial, il faut arrêter les pouvoirs, hein, c'est de dire voilà, vous faites ça et vous n'êtes plus le mandataire du mandant. Voici pour cette petite première vidéo qu'on voulait vous faire. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et puis on pourra en faire d'autres sur plein de sujets. On a plein d'idées de sujets qu'on pourrait traiter avec vous et qu'on est en train de travailler avec Sonia puisqu'on vous fait vos modèles qui sont disponibles sur www.revorion.fr et vous pouvez aller voir puisque il y a une partie qui est accessible gratuitement à tout notaire. Donc, on s'assure toujours que ce soit un notaire ou un collaborateur de notaire qui y accède. Mais vous avez accès à une partie de notre closier, à une partie de nos modèles. Et, voilà, on est en train de développer l'intelligence artificielle également. Donc, il y a plein de petites choses qui arrivent et que vous pouvez suivre là-dessus. Alors, ce modèle de procuration-là, je le mettrai gratuitement sur notre plateforme. Vous pouvez aller le télécharger. Et ça vous permet d'avoir un modèle, enfin voilà, un début de modèle pour toutes vos procs, mais on essaiera de les faire toutes comme ça. Vous aurez toutes les hypothèses de procuration sur Revorion. Et ben, on vous souhaite une bonne journée et bon courage.